En tant que capitaine, je me dois d'inspecter tous les jours le navire. Quand la mer est calme et qu'on n'est pas trop occupé par le travail, le pont devient un terrain de sport. Le capitaine Yang nous avait caché qu'il était un excellent athlète. En mer, le Yuanwang 6 est en même temps un homme d'acier et une belle fille. En mer, il effectue des missions aérospatiales. Capitaine, pourquoi y a-t-il tous ces grands woks à bord? Ces choses semblables à de grandes poils sont conçues pour mesurer et contrôler nos vaisseaux spatiaux pendant leur vol. Les missions d'exploration de Tianwen-1 et Chang'e 5 ont été accomplies grâce à ces antennes radar. Même chose pour les missions Tianzhou 2 et Shenzhou 12. Il peut fournir toutes les données aux astronautes dans l'espace, telles que l'image, le son, etc. Le navire de mesure est un navire qui combine parfaitement la navigation et le vol spatial. Pourquoi y a-t-il un gros ballon de football sur le Yuanwang? C'est aussi nos antennes de communication par satellite. Quand on navigue, le vent, parfois très fort, rend difficile le déploiement des grandes antennes de communication par satellite. On utilise alors la petite. Celle-ci est protégée par un radome. Ces deux types d'antennes permettent de faire des sauvegardes mutuelles et identiques des données. Nous, l'équipage, si on ne navigue pas, on est occupé à s'y préparer. On va bientôt entrer dans cette forme de radoub, le dock de Jiangshan. Normalement, le navire ne s'amarre qu'une fois tous les 2 ans. Manœuvrer un navire demande plus de rigueur qu'avec une voiture. C'est très difficile d'entrer dans ce dock parce que le bassin est relativement étroit. Une fois dedans, il faut se positionner avec précision. On entre lentement à l'intérieur. Cette fois, ça s'est bien passé, très bien même. On procède à des réparations et remises à neuf pour le prochain voyage. Nous reprendrons la mer bientôt. Bonjour, bienvenue à Magistral, la première classe télévisée de Chine. Je suis votre hôte Sabening. Bienvenue à tous. Lors de chaque lancement du programme aérospatial chinois, les téléspectateurs attentifs peuvent entendre le nom de Yuanwang. Quelqu'un sait-il ce qu'il désigne ? Je pense qu'il s'agit d'un navire en mer. Son rôle est de s'assurer que nos vaisseaux spatiaux, comme Shenzhou, puissent entrer en douceur dans l'orbite prévue. C'est un porte-avions, n'est-ce pas ? Il n'est pas si gros. En fait, vous parlez d'un navire de mesure. Oui. Merci, veuillez vous asseoir. C'est un bâtiment qui effectue une mission d'observation spatiale très importante pendant l'ensemble du processus de décollage. En juin 2021, lors du lancement du vaisseau spatial habité Shenzhou 12, le Yuanwang 6 effectuait des tâches de mesure et de contrôle depuis l'océan Pacifique. Il a repéré sa cible au plus tôt. De plus, il a envoyé des commandes de contrôle très importantes à Shenzhou 12, comme l'ouverture des panneaux solaires, afin que le lancement se déroule sans heurts. Quel défi l'équipage d'un navire aussi mystérieux doit-il relever lors de chacune de ses missions ? Notre invité d'aujourd'hui est quelqu'un qui, en mer, est à l'affût de ce qui se passe dans le ciel. Des applaudissements pour accueillir Wang Biantiao, capitaine du Yuanwang 6, travaillant pour le département de suivi et de commande en mer des satellites de Chine. Bienvenue, bonjour capitaine Yang. Merci. Merci à tous, veuillez vous asseoir. La première impression que vous m'avez donnée en faisant votre apparition, c'est que cet uniforme est beau et qu'il en impose. C'est surtout que Beijing est un peu éloigné de la mer. On n'y voit pas souvent un uniforme de capitaine. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a vu personne en porter à Rorail.
En tout cas, je vous trouve différent des capitaines que j'ai déjà rencontrés. Par exemple, le capitaine du Yuan Wang 7 est venu à notre émission, vous devriez le connaître. Oui, très bien. Qu'est-ce qui vous différencie de lui? Parlons de l'apparence, par exemple. Je suis un peu plus grand que le capitaine Zhou et je ne suis pas aussi beau que lui. De plus, il est devenu capitaine un peu plus tôt que moi. Je n'aime pas que les gens comparent leur taille dès qu'ils se rencontrent. Le capitaine Zhou a la peau plus foncée que vous. Je trouvais qu'il avait le teint clair, mais en vous voyant, je pense qu'il a la peau mate. Vous ne m'avez pas vu quand j'avais la peau encore plus claire. En tant que capitaine, est-ce bien de se vanter ainsi? Mais ne vous fiez pas à l'apparence du capitaine Yang. Il est né en 1973. Devinez combien de pompes il fait par jour? 300. Le capitaine n'a-t-il pas autre chose à faire? Après 300 pompes, comment contrôler le gouvernail? C'est vrai, vous n'avez pas à le faire, vous avez un timonier. 300, c'est le minimum. 300 à 1000 pompes. Merci. Répartis en 600 séries. Non, je plaisante. Lorsque mon collègue m'a annoncé ce nombre, je lui ai dit que je ne le croyais pas. Parce que moi aussi j'aime le sport. Si je m'y mettais vraiment, je pense que ma limite serait 200 ou 300 par jour. Pour moi, ce n'est pas en une journée, mais généralement en moins d'une heure. Parlons des tractions. Combien en fait-il à votre avis? Sachez que c'est plus difficile que de faire des pompes. 1000? Vous êtes encore sous le choc du nombre de pompes, n'est-ce pas? On commence par 1000? Les tractions sont plus difficiles. Il en fait 100. En une heure également? Oui. Vous les faites juste après les pompes? Normalement, non. Je le fais parfois le jour suivant, car entraîner la même partie du corps tous les jours, ce n'est pas très pertinent. Aux 5000 mètres en cross-country, le capitaine Yang réalise un temps de 23 minutes. Comme on navigue en mer, il nous faut un corps robuste. Donc faire de l'exercice est devenu pour tout le monde à bord un moyen de gérer le stress? Oui. Comment stimuler l'enthousiasme de chacun pour l'exercice physique? Parfois, quand je suis à terre, je fais aussi de l'exercice, comme courir sur un terrain de sport. Sur WeChat, j'écris par exemple, j'ai couru 5 ou 10 km. Ils disent souvent que s'ils courent moins de 10 km, ils n'osent pas le poster. Parce que le capitaine a fait 10 km? En gros, c'est ça. D'autres fois, à la barre horizontale, je vois un jeune homme qui n'arrive pas à faire de traction. Je ne dis pas un mot. Je vais à la barre, je fais quelques tractions et je m'en vais. Certains en font une dizaine ou une vingtaine par jour. J'en fais beaucoup plus. Je fais un tour, je reviens faire une série et ainsi de suite. Je boucle le tout en une heure. Après quelques jours, il n'y avait plus personne à la barre horizontale. C'est tout le contraire. À l'arrivée du capitaine, tout le monde s'éloigne discrètement. Le capitaine vient encore nous faire une démonstration. Je dis souvent, je suis plus âgé que toi, si j'y arrive, pourquoi pas toi? Après avoir parlé de vous, pouvez-vous nous présenter la famille Yuan Wang? Elle compte actuellement les Yuan Wang 1, 2, jusqu'au dernier, le Yuan Wang 7. Les Yuan Wang 1 et 2 constituent la première génération de la série. La Chine les a construits dans les années 1970. Ils ont maintenant dépassé les 30 ans de service et ne vont plus en mer. Le Yuan Wang 4 a également quitté la scène de l'histoire. Les Yuan Wang 3, 5, 6 et 7 sont les 4 navires en service. Ils ont à peu près la même longueur. Mais on peut voir que le Yuan Wang 6 est le plus intelligent, car il a le front le plus large. Une partie de la passerelle dépasse de la coque. Pouvez-vous voir la poupe depuis une de ses fenêtres arrière? Oui, on en voit un côté. Dans la flotte Yuan Wang, il y a 2 autres navires, les Yuan Wang 21 et 22. Ils effectuent principalement des missions de transport de fusées. Quelle est la plus grande différence entre la surveillance et le contrôle en mer et sur terre?
En mer, il y a de la houle, les satellites volent dans le ciel, la mer déferle et la coque est sujette aux déformations. Le moindre changement peut manquer la cible située à des dizaines ou des centaines de milliers de kilomètres. C'est comme un tireur d'élite. Lorsqu'il se trouve dans un environnement complexe, il doit tenir compte de la vitesse du vent et du terrain. Par analogie, on pourrait dire que c'est comme être à bord d'une voiture en marche. Pour viser au fusil, une pomme, dans un bus, en mouvement, à 10 km de là. Donc c'est très difficile. Tout à fait. Vous avez tant de choses à nous raconter et nous sommes impatients de les entendre. Le moment est maintenant venu d'écouter votre discours. La parole est à vous. Merci. Vous avez tous vu sur Internet de nombreuses informations concernant le vaisseau cargo spatial Tianzhou. Les repas, séances de vélo stationnaire, déballage de colis, etc., diffusés par les 3 astronautes à bord, sont devenus des sujets de discussion. Si je dis que la vie dans l'espace de ces astronautes était liée au vaisseau Yuanwang 6, vous aurez peut-être des doutes. Ils sont dans un vaisseau spatial et nous dans un navire. Quel lien pourrait-il y avoir? En fait, ils sont vraiment importants. Un navire Yuanwang a une mission de service public. Il est comme un livreur qui prend la route dès qu'on lui confie un colis express. On s'efforce de passer le relais. Telle est notre mission. Parlons d'abord du vaisseau spatial Shenzhou 12. Notre tâche était de fournir un support de mesure et de contrôle à la fusée lorsqu'elle transportait le vaisseau spatial au-dessus de notre navire. Vous pouvez jeter un œil à ces images que nous avons fournies. Vous venez tous d'entendre Changjiang 6. Il s'agit du nom de code de notre navire lorsqu'il est en mission. Sur le logo affiché en haut à droite, on pouvait lire Yuanwang 6. Nous réalisons principalement de la télémétrie, de la localisation et du contrôle. La télémétrie consiste à transmettre les données à l'intérieur du vaisseau spatial, c'est-à-dire à percevoir son état actuel s'il y a un problème. La localisation consiste à déterminer l'emplacement du vaisseau spatial, à savoir où il se trouve. Le contrôle consiste à lui faire effectuer certaines actions. Dans notre zone de mesure et de contrôle, on a suivi le vaisseau spatial Shenzhou 12 jusqu'à l'endroit prévu. En outre, le Tianzhou 2 est lui aussi comme un livreur de colis. En fait, il avait très peu à voir avec le Yuanwang 6. Selon le plan établi au début, on ne devait participer qu'à la mission Shenzhou 12 qui était prévue plus tard. On a largué les amarres la veille du Nouvel An chinois, le jour du réveillon. Quelques mois après, au petit matin du 21 mai, j'ai reçu l'information selon laquelle la mission devait être modifiée. Le Yuanwang 5 allait être affecté à d'autres tâches. On me demandait si notre navire pouvait prendre le relais. En entendant cela, j'étais enthousiaste. On me confiait un travail si important. En même temps, j'étais aussi très inquiet. Le navire venait de rentrer et de nombreuses opérations de maintenance n'avaient pas été faites. Le travail préparatoire était énorme. Je ne savais pas si on pouvait le terminer en si peu de temps. À 9h le lendemain matin, j'ai reçu un appel dans mon bureau. « Capitaine, je vous informe officiellement que votre navire est chargé de la mission Tianzhou 2. Veuillez vous préparer à naviguer le plus rapidement possible. » Partir en mer, ce n'est pas comme conduire une voiture où il suffit de mettre le contact. Comme je le disais tout à l'heure, on revenait d'un voyage de 90 jours et il y avait beaucoup de maintenance à faire. Un autre aspect important, c'est qu'il fallait compter à peu près 300 personnes à bord pour au moins un mois en mer. Assurer leur subsistance représentait un gros problème. Pour ce voyage, le navire avait besoin d'être approvisionné notamment en carburant, en eau, en nourriture, en médicaments, etc. Cela prend du temps. Les fournisseurs ne pouvaient pas honorer des commandes portant sur de si grandes quantités de légumes et de céréales. Personne ne dispose de dizaines de tonnes de légumes prêts à être chargés à tout moment sur un bateau. Heureusement, nous avons un mécanisme de préparation approprié. Nous savons en gros quels sont nos besoins pour une sortie d'un mois.
on a tout de suite envoyé une liste de produits au fournisseur en lui demandant de nous réapprovisionner le plus tôt possible. Nos différents systèmes sont reliés entre eux. On s'est ravitaillé en eau et en carburant. Dans la nuit du 24 mai, tous les systèmes avaient réagi et tous les préparatifs étaient terminés. Autrement dit, on a largué les amarres seulement 46 heures après l'annonce officielle de la mission, établissant le record du temps de préparation le plus court pour les Yuanwang. Après avoir repris la mer, nous avons navigué vers notre objectif prédéterminé à pleine vitesse. Le 29 mai, nous avons participé à la mission. Le vaisseau Tianzhou est passé au-dessus de nos têtes pendant un peu plus de 4 minutes, mais des centaines de personnes à bord ont travaillé extrêmement dur pour que tout se passe bien. Nous n'avions pas droit à la moindre petite erreur. Nous avons réussi la mission Tianzhou et notre sortie d'urgence. Je me demande souvent sur quoi a reposé le succès de cette dernière. Une partie de notre force vient de notre formation et de la confiance en toute l'équipe. En fait, dès sa mise en service, un navire d'observation spatiale compte à bord un personnel nombreux chargé de s'occuper des équipements. Au moindre problème, la maintenance est effectuée sur place. Concernant le Yuanwang 6, un objectif a été fixé dès le début de sa construction, pouvoir un jour se passer de ses béquilles. Cela a suscité beaucoup de doutes. Certains se demandaient comment faire en cas de problème, mais on croyait fermement qu'un jour on y arriverait. En seulement 2 ou 3 ans, nous avons atteint cet objectif. Voici une photo. Un soir, le chef mécanicien m'a téléphoné pour me dire « Capitaine, ça ne va pas. Il y a un problème avec le joint de l'arbre d'hélice, il fuit. La cale sur sa droite est protégée de l'eau de mer par une plaque d'acier. L'endroit est à 6 ou 7 mètres sous la surface. Dans des circonstances normales, un peu d'eau de mer entre par ici pour maintenir la lubrification, mais là, la quantité était trop importante. Il fallait trouver une solution pour empêcher l'eau d'entrer dans la salle des machines. On risquait une perte de puissance et un danger pour le navire dans son ensemble. Nous avons appelé le fournisseur de service. Il a dit « Comment est-ce possible? C'est quasi improbable. » J'ai demandé si on pouvait réparer. Il a répondu qu'il n'avait jamais entendu parler de réparation en mer du joint de l'arbre d'hélice. D'après lui, il valait mieux aller au port le plus proche ou revenir au quai. Mais nous avions une tâche à accomplir, alors comment faire? Nous avons immédiatement constitué un groupe pour en discuter. On s'est réunis entre gens de professions différentes pour trouver ensemble une solution. Si le fournisseur de service ne pouvait pas résoudre le problème, on devait le faire nous-mêmes. Cet espace fait moins de 3 mètres carrés. Outre l'axe, il est plein de tuyaux. C'est la seule photo. Un membre de l'équipage a voulu passer en prendre une. Je lui ai dit de s'en aller, il n'y avait pas de place. L'espace était trop petit. Au bout de 20 heures d'un combat acharné, on a résolu le problème. Avec autant d'équipements complexes à bord, les pépins arrivent forcément. Je pense souvent que des centaines de personnes sont à bord de ce gros navire. Un homme seul ne peut le conduire pour mener à bien une mission, mais il suffit d'une personne pour le détruire. Ce navire peut accomplir ses tâches grâce aux efforts conjoints de chaque membre de l'équipage. Alors face à l'urgence, j'avais confiance en tant que capitaine. Je fais confiance à mon équipage. J'ai été témoin du développement de l'industrie aérospatiale chinoise. Avant, j'étais sur le Yuanwang 2 et nos équipements avaient effectué de nombreuses missions satellitaires. Les distances étaient relativement proches, mais avec le développement de la science et des technologies, le besoin d'exploration de l'espace lointain est progressivement apparu. Ainsi, le Yuanwang 6 nécessitait l'installation d'équipements pour l'espace lointain, à savoir l'UXB. Regardez l'antenne en forme de wok la plus proche de la proue, c'est celle du système de télémesure et de télécommande unifié en bande X. En quoi est-elle différente des autres? D'un diamètre de 12 mètres, elle a une portée de détection maximale de 2 millions de kilomètres, contre des centaines de milliers de kilomètres pour les autres. Pour atteindre une distance aussi grande, il y a 2 méthodes. Augmenter la puissance d'émission ou réduire la largeur du faisceau. Quelle largeur du faisceau a-t-elle? À l'école, vous avez tous utilisé un rapporteur qui fait 180 degrés. Quelle est notre largeur du faisceau? 0,21 degrés, c'est-à-dire un faisceau d'un angle de 0,21 degrés pour suivre des cibles à des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de kilomètres de distance. C'est très difficile. C'est ce que font nos opérateurs.
les commandes ne permettent qu'un réglage approximatif. Pour l'affiner, il faut contrôler en même temps le tangage et la position des deux mains. Vous êtes peut-être nombreux à penser que ce n'est pas très différent d'une machine à griffes. Oui, c'est vrai pour ce qui est du principe, mais en termes de sophistication, les exigences varient considérablement. À votre avis, que se passe-t-il lorsque le Yuanwang capture sa cible? La voit-on clairement comme sur cet écran? La réponse risque de vous décevoir. Ce n'est pas aussi net. Tout ce qu'on voit, c'est un signal. Ce point jaune est notre cible. Et je souhaite que mon opérateur contrôle à la fois la direction et le tangage afin que l'antenne suive sa cible et reste centrée sur elle. Pour ces quelques minutes, nos opérateurs en passent des dizaines, des centaines, voire des milliers à s'entraîner. On dit souvent que contrôler le tangage et la position en même temps, c'est comme décrire d'une main un cercle tout en dessinant de l'autre un carré. Cela semble très simple, c'est pourtant un travail qui demande de la persévérance et un long entraînement pour pointer une antenne de dizaines de tonnes sur des cibles distantes de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. J'attendais d'utiliser cette antenne depuis longtemps. Celle-ci a été mise en place en 2014 alors que j'étais encore capitaine adjoint. Elle a été installée pour l'exploration de l'espace lointain. En 2014, j'ai quitté l'Yuanwang 6 pour travailler à terre. Cet équipement installé ne montrait pas tout son potentiel. Je le regrettais beaucoup, mais ce sentiment ne dura pas. En 2017, je suis devenu capitaine. Je ne m'attendais pas de devoir encore attendre 3 ans pour que cet équipement inaugure enfin son moment de grandeur. De nombreux membres du personnel ont donc enfin pu montrer leur talent après de nombreuses années. Pourquoi ai-je une profonde affection pour cet équipement? Parce qu'il a été suivi par notre personnel depuis son développement jusqu'au débordage ultérieur. En tant que capitaine, je suis très heureux de constater que la sonde spatiale martienne Tianwen a été acheminée avec succès à l'endroit prévu. Nous avons été à la hauteur de la confiance qu'on nous a accordée. C'est la première exploration de l'espace lointain par la Chine et Tianwen m'a profondément impressionné. Le navire de mesure n'effectue pas toujours une seule mission au cours d'un voyage. Parfois, plusieurs doivent être effectués. Notre plus long voyage a duré 153 jours avec 6 missions. Après avoir rempli celle concernant Tianwen, nous en avions d'autres. On devait aller du Pacifique à l'Atlantique. Pour cela, il existe 2 routes. L'une consiste à traverser l'océan Indien et à emprunter le canal de Suez, l'autre est de passer le cap de Bonne-Espérance. Ce dernier a une grande réputation. Cependant, ce n'est pas lui le véritable point le plus méridional du continent africain, mais le cap des Aiguilles. Il marque la ligne séparant les océans Indien et Pacifique. Après être entré dans l'océan Indien, tout le monde a clairement senti que le vent et les vagues devenaient de plus en plus forts. On ne pouvait pas passer. On attendait juste notre heure. On s'est approvisionné dans le port de Durban sans trouver l'occasion de reprendre la mer. L'heure de départ prévue était déjà dépassée de 4 jours et j'étais très anxieux. La fenêtre de lancement de la mission approchait de jour en jour. Lors de nos discussions, la question de savoir s'il fallait partir ou non faisait l'objet de vifs débats. Plus tard, le 19 août, j'ai vu une brèche d'environ 20 heures près du cap de Bonne-Espérance. La tempête était légèrement moins forte, avec des vagues d'environ 4 mètres. On a décidé de larguer les amarres à temps pour saisir cette opportunité. Il nous a fallu près de 2 jours et 2 nuits pour passer avec succès le cap de Bonne-Espérance. Tout le monde a poussé un soupir de soulagement en sachant qu'on avait enfin réussi cette étape, mais dans l'Atlantique, le temps était mauvais. Là-bas, il y avait une forte houle. On dit souvent que les vieux marins ont peur de la houle et que les jeunes craignent les vagues. Avec le vent, ces dernières peuvent être hautes et la mer très agitée. Malgré ces dizaines de milliers de tonnes, le navire était comme une feuille sur l'eau. À bord, beaucoup avaient le mal de mer et vomissaient. Certains n'ont pas pu manger pendant plusieurs jours et crachaient quand même de la bile. Plus tard, on a plaisanté en disant qu'on se plaignait des conditions en mer dans le Pacifique, mais qu'arrivé dans l'océan Indien, on a réalisé qu'elles étaient en fait bonnes. Dans l'océan Atlantique, on s'est rendu compte que c'était encore pire. Plus tard, arrivé à l'est de l'Uruguay, on a mis le cap plus au sud et on a constaté qu'on ne pouvait pas aller plus loin. La tempête était trop forte, avec des vagues de 7 ou 8 mètres de hauteur. Tout l'équipage, moi y compris, était anxieux. Nous avions fait un si long trajet avec tant de gens à bord. Si on n'arrivait pas à l'endroit prévu, comment pourrait-on rentrer? Finalement, la chance nous a souri
3 jours avant la mission, les prévisions météorologiques annonçaient des conditions en mer relativement meilleures. Nous avons agilement manœuvré pour nous approcher de la destination. Quand les conditions en mer s'amélioraient, on avançait, et si elles empiraient, on ralentissait un peu. Avant le début de la mission, on s'est précipité vers la zone maritime prédéterminée. Au bon moment, au bon endroit, et avec les bonnes personnes, nous avons accompli cette tâche au milieu du vent et des vagues. Ce fut un grand succès. On me demande souvent depuis combien d'années je suis sur un bateau et je dis 20 ans. Combien de jours ai-je été en mer? Je fais le calcul, ce nombre s'élève maintenant à 3300. Pendant les 9 ans où j'étais sur le Yuanwang 2, j'ai parcouru près de 200 000 milles nautiques. Cela fait 13 ans que je suis sur le Yuanwang 6 et nous avons parcouru près d'un demi-million de milles nautiques. On a accompli près de 70 missions. Ces dernières se sont toutes déroulées parfaitement. La mer est mystérieuse. L'espace, quant à lui, est attirant. Les navires Yuanwang combinent superbement la mer et l'espace. Maintenant, nous voguons sur 3 océans et nous pouvons aller n'importe où. Nos traces ne cessent de s'étendre. Je crois qu'avec le développement des technologies, nous nous rendrons partout, sur tous les océans du monde. Et nos vaisseaux spatiaux voleront plus loin dans l'espace. Merci à tous. Merci, capitaine. Merci à tous. Merci à tous. Veuillez vous asseoir. Je ne sais pas si vous avez ressenti la même chose, mais en écoutant le discours du capitaine Yang, j'étais rassuré. Vous avez l'air confiant et calme, et braver le vent et la pluie, c'est mieux que de rester dans sa zone de confort. Nous sommes en duplex avec 6 internautes qui ont de nombreuses questions à vous poser. Applaudissons-les bien fort. Chacun d'entre eux a résumé ses questions en une formule clé. Choisissez celle qui vous intéresse le plus, son auteur vous posera la question qui y est liée. D'accord. Allez, montrez vos formules clés. Le bouvier et la tisserande. Allez, cette jeune fille du Fujian. Bonjour à vous deux. Voici ma question. Une sortie en mer du Yuanwang prend généralement quelques mois, durant lesquels on ne peut pas voir ni même téléphoner à ses proches. Comment se passe la vie affective des membres de l'équipage? Cette question, Elle pourrait être conseillère psychologique à bord. on le ressent profondément. En fait, la plupart des membres de l'équipage sont séparés de leur famille. Comme je le disais tout à l'heure, le cumul de mes journées en mer réalisées en plus de 20 ans équivalent à 10 ans. En fait, nous passons peu de temps en famille. Nous menons vraiment la vie du bouvier et de la tisserande. De nombreux jeunes à bord n'ont pas le temps d'avoir des fréquentations amoureuses. Très souvent, on ne peut que donner un coup de fil à l'élu de son cœur. En 2020, pendant l'épidémie, on n'a pas quitté le quai pendant plus de 300 jours. Dans ces conditions, comment organiser un rendez-vous? L'un se tenait sur le quai et l'autre à l'extérieur, ils se regardaient de loin. Voilà comment ça se passait. À l'époque, le port du masque était obligatoire. Une fois, un jeune homme était gêné de demander à la fille d'enlever son masque pour qu'il voie son visage. Alors il a retiré le sien, mais la fille ne l'a pas vu clairement et a gardé son masque. Ça se passait ainsi. Alors la vie en mer est dure? Pas tellement selon nous, mais c'est grâce à la contribution de nos familles. Derrière chaque personne à bord, il y a une famille qui nous apporte son soutien discret. Je profite de l'occasion pour remercier tous les proches des membres du personnel de Yuanwang. Merci. Merci, et merci aussi à nos spectateurs sur Internet pour leur participation. Nous allons maintenant donner la parole aux 4 jeunes représentants sur ce plateau. Qui commence? Vous. Bonjour à vous deux, je m'appelle Yang Liu et je viens de Tsunyi dans le Guizhou. Je suis héritière d'un élément de notre patrimoine culturel immatériel, à savoir la dérive en bambou solo. Je suis très heureuse d'être ici et de vous rencontrer. Oui, j'ai vu beaucoup cela sur Internet. La dérive en bambou solo, c'est comme faire du funambulisme sur l'eau. Oh, c'est difficile, vraiment. Et elle n'a pas d'équipage sur son navire. Oui, j'ai dit qu'on ne peut pas naviguer seul, mais elle, si.
Nous avons donc là une conversation entre deux capitaines. En fait, j'ai apporté quelques petits accessoires. Je voudrais vous lancer un défi et échanger avec vous. Il s'agit d'un test d'équilibre et de stabilité. Je fais d'abord une démonstration pour vous montrer. Voilà ce qu'on va faire. Le capitaine Yang devra tenir pendant 3 secondes. Une seconde, c'est trop court. On comptera à rebours pour voir si vous y arrivez. « 3, 2, 1... » C'est vraiment difficile, surtout ça peut s'enfoncer dans l'eau. Dans l'eau, comme le bambou est mouillé, il est encore plus glissant. Et il y a la flottabilité. Ce n'est pas comme sur Terre. Celui-ci a beau avoir des supports, je n'arrive pas à tenir dessus. Je pense que cette expérience aujourd'hui ne peut être que superficielle. Rome ne s'est pas faite en un jour. Comment pourrait-on maîtriser la chose avec ce simple essai? Merci. Le capitaine pourra l'inviter sur son navire pour faire une démonstration sur une mer agitée. Après ce petit exercice auquel je vous ai soumis, je voudrais poser une question. J'ai commencé à pratiquer la dérive en bambou solo à l'âge de 7 ans. Cela fait 17 ans. Maintenant, je ne fais qu'un avec le bambou, avec la dérive en bambou solo. Comme vous êtes sur ce navire depuis 10 ans, je me demande comment vous avez fusionné avec lui. Aux yeux des profanes, un navire est une plaque d'acier froide. À mes yeux, il est vivant et a de la chaleur. C'est parce qu'il faut être attentif. Chaque jour, je fais ma ronde sur le bateau. Je signale immédiatement une odeur ou un son anormal. Par ailleurs, la cabine du capitaine est l'endroit le plus haut et le plus en avant du navire. Beaucoup de gens pensent que la cabine du capitaine est la plus confortable. C'est tout le contraire. Quand on y dort la nuit, on ressent particulièrement la force du vent et des vagues ainsi que du tangage. Chaque fois qu'une vague frappe mon bateau, j'ai l'impression qu'elle déferle sur moi. C'est comme si je pouvais ressentir de la douleur pour mon bateau et que je savais s'il est en mesure de la supporter. Si je pense qu'il souffre trop, que ces sons ne vont pas, je dis à la timonerie de réduire la vitesse ou d'ajuster le cap. Si les bruits sont légers, je dis d'accélérer un peu. Par ailleurs, quand je vois de la rouille, j'ai l'impression d'avoir une cicatrice sur le corps. J'en souffre, ça m'attriste. Voilà mon ressenti dans mon rapport avec ce navire. Par conséquent, face à des situations critiques ou dangereuses, l'homme et le navire ne font qu'un. Cela se fait de manière subconsciente, c'est une osmose. Merci. Merci à vous deux. Merci pour votre question. Suivant. Bonjour messieurs, je suis diplômé d'ingénierie topographique et cartographique de l'université de Wuhan. Votre expérience sur le Yuan Wang-6 me rappelle une idole dans notre domaine. Il s'agit du chef de l'expédition scientifique sur le plus haut sommet du monde en 2020, le capitaine Li Guopeng. Je ressens chez vous deux un très fort esprit aventureux. Capitaine Yang, ma question est la suivante. Est-ce par esprit d'aventure que vous avez choisi une carrière dans la marine, ou bien est-ce après ce choix professionnel que la mer vous a donné votre force? Qu'est-ce qui a fait de vous l'aventurier que vous êtes aujourd'hui? D'accord, merci. En fait, je suis du Rebais et petit, je n'ai jamais vu la mer. Enfant, je n'ai jamais pensé qu'un jour je naviguerais sur les océans. Mes diplômes universitaires en poche, j'ai découvert le Yuan Wang et je suis rapidement tombé amoureux de la navigation et de ce navire.
La mer a un côté romantique mais aussi impétueux, ce qui m'apporte le plaisir de la conquérir. Quand on conduit un bateau, on surmonte toutes sortes de difficultés, on accomplit des missions et on relève des défis qui semblent impossibles. C'est vraiment un sentiment qu'on ne peut pas décrire avec des mots. Je ne suis pas né aventureux, mais depuis que j'ai choisi le Yuanwang et la mer, je dois faire face aux risques. Je ne peux ni ne dois m'y soustraire. Merci, capitaine. Merci. Suivante. Bonjour. Récemment, il y a une expression très populaire sur Internet qui est « se coucher à plat ». L'avez-vous déjà entendu ? Il me semble que oui. Quand ça tangue beaucoup à bord, vous et l'équipage, c'est si dur de rester debout, allongeons-nous. Ça veut dire rester zen, non? Il y a plusieurs sens. En gros, ça signifie ne plus vouloir lutter, ne plus avoir envie de travailler dur. On le dit dans ces cas-là. C'est une explication plus imagée. Autrefois, on disait qu'on se relève là où on est tombé. Maintenant, on dit qu'on reste s'y reposer un peu. Voilà ce que ça veut dire approximativement. Dans ce contexte, comment jugez-vous cette expression? J'ai été jeune, moi aussi. À l'époque, j'imaginais avec désir le jour de ma retraite. J'enviais les retraités. Mais si vous demandez à ces derniers, ils sont sûrement jaloux des jeunes. Personnellement, je pense qu'il ne faut pas choisir de se la couler douce au moment où on devrait lutter ou endurer les épreuves. Quand on est jeune, souffrir un peu est une richesse. Les expressions telles que celle-ci, qui fleurissent sur Internet depuis ces dernières années, reflètent dans une certaine mesure un état d'esprit chez les jeunes, quand ils font face à la pression sociale. Peut-être que beaucoup de gens font un travail répétitif jour après jour, ce qui finit par tuer leur enthousiasme initial. Dans ce genre de situation, les membres de votre équipage sont-ils du genre à se coucher à plat ? Je trouve que chacun d'entre eux a toujours un comportement excellent. Ils m'ont vraiment ému et parfois ils ont dépassé mes attentes. Je leur dis souvent, ne vous plaignez pas de votre poste, si vous en changiez, feriez-vous aussi bien? Je ne crois pas que quelqu'un qui se plaint toujours travaille mieux en changeant de poste. La vie en mer est-elle difficile? Oui, elle l'est. Mais après avoir enduré des épreuves, on fait l'expérience d'une vie différente. On dit que quand on a vu des vagues de 5 mètres, on ne craint plus le vent de force 8. Quand on a vécu une grosse tempête, de quoi pourrait-on avoir peur? La plupart des membres de l'équipage ont le mal de mer la première fois, mais je leur dis, ne vous laissez pas abattre pour ça. Si vous ne vous relevez pas la première fois, vous n'y arriverez peut-être pas dès qu'il y aura une tempête. Vous devez compter sur votre volonté. Merci à vous deux. Merci. La dernière. Bonjour, je suis de l'usine numéro 693 de la 9e Académie de la Société des sciences et technologies aérospatiales de Chine. Je consacre mon travail au réseau câblé destiné à l'aérospatial. Un réseau câblé est en fait l'équivalent du système nerveux de notre corps humain, du réseau de neurones. Il permet essentiellement aux vaisseaux spatiaux de transmettre rapidement des signaux et des commandes en cas d'urgence. Combien de fils avez-vous dans la main? Ici, 128. Chacun doit être soudé au bon endroit. Dans ma famille, mon grand-père, ma mère et moi-même avons choisi de faire carrière dans l'aérospatial. Que faisait votre grand-père? Il polissait les pièces détachées. Ma mère, quant à elle, assemblait des connecteurs électriques. De mon grand-père à moi, en passant par ma mère, il y a un sentiment d'héritage. Capitaine Yang, je voudrais vous demander si vous êtes comme marqué au fer rouge du nom Yuanwang. Peut-être que beaucoup de gens ne connaissent pas l'origine de ce nom. Il vient d'un poème éponyme écrit par le maréchal Ye Jianying. Plus tard, lors de la construction du navire, lors du choix du nom, le Premier ministre Zhou Enlai et certains experts ont proposé Yuanwang. Selon moi, ce nom signifie qu'on doit voyager de plus en plus loin et en même temps qu'on s'éloigne de plus en plus de la terre ferme. Nous naviguons sur les océans, mais nous regardons les étoiles. Nous scrutons le ciel depuis la mer. Au fil des ans, nous sommes en effet passés des eaux côtières à la haute mer lointaine. Du Pacifique, nous sommes allés dans l'océan Indien et l'Atlantique.
Concernant nos lancements, c'est pareil. Nous sommes passés de l'orbite terrestre basse à l'orbite terrestre haute, puis à l'exploration de l'espace lointain. À l'avenir, nous réaliserons un vol interstellaire. Nous allons de plus en plus loin. On m'a dit qu'en devenant capitaine, vous avez proposé d'attribuer un numéro à chacun des membres de l'équipage du Yuanwang 6, ainsi qu'à ceux qui en ont fait partie dans le passé, puis de leur envoyer une plaque sur laquelle il est inscrit. Peu importe si vous n'êtes plus à bord, Yuanwang un jour, Yuanwang toujours. Tel est l'esprit. Vous êtes même allé en personne chez de vieux marins à la retraite pour leur remettre leur plaque. C'est ainsi que le Yuanwang forme une grande famille. Tout le monde est très heureux de recevoir sa plaque. Ils la mettent sur leur bureau et disent « Je suis le numéro un tel de l'équipage de Yuanwang 6 ». Quel est votre numéro? Le 164. Tout le monde apprécie beaucoup. C'est la carte d'identité à bord du Yuanwang 6. Ça va jusqu'à quel numéro pour l'instant? Plus de 680. Donc, dans une telle équipe, on peut vraiment ressentir le pouvoir de l'unité et un sentiment de bonheur familial. Merci. Merci. Vous venez d'évoquer l'origine du nom Yuanwang. C'est le titre d'un poème écrit par le maréchal Ye Tianying en 1965. À cette époque, la Chine se trouvait dans une période très particulière de son histoire. À travers ce poème, Ye Tianying donne au lecteur une large perspective, montrant son analyse et son jugement sur les tendances historiques. D'après moi, même si nous sommes face à de nouveaux défis liés à notre époque, ce poème exprime une force et une confiance qui doivent également être transmises de génération en génération. Pour clore cette émission, je propose donc d'en lire quelques vers pour souhaiter nos meilleurs vœux à la prochaine mission du Yuanwang. Applaudissons le capitaine Yang pour son merveilleux discours. Je souhaite le succès de vos prochaines missions. Merci. Merci et à la prochaine.